Est-ce que les arcs vous ont demandé, en fait, c'est de choisir 3 films? Et donc là, on vient de voir celui de Jacques Audiard, de Battre mon cœur s'est arrêté. Donc la question, c'est de savoir pourquoi celui-là. Pourquoi le film de Jacques? Parce que je sais pas, moi personnellement, c'est un film qui me touche, c'est un film qui est peut-être l'un de mes préférés en tant que spectateur, là, je crois. Et qui explore quelque chose qui peut-être pas dans tous mes films, une fibre un peu plus fragile, plus intense. Je pense que les émotions que traverse le personnage sont peut-être plus importantes que dans d'autres films, d'autres registres. Donc j'aime bien. Et je trouve que le film est réussi. Moi personnellement, dans les films de Jacques, même si moi j'ai un regard qui est compliqué parce que je suis dedans, mais c'est un des films que je préfère dans les films de Jacques. Parce que je trouve que c'est très... J'adore le personnage comme ça qui est double, qui a un métier, qui est un peu un voyou, et qui a cette passion artistique du piano. Je trouve que, en tout cas quand on joue en tant qu'acteur, ça enrichit, on a comme un secret. Et c'est assez fort. En parlant du piano, ça semble avoir été le défi principal du film pour ta composition. Il paraît que c'est ta sœur, Caroline, qui t'a aidé à apprendre à jouer au piano. Ouais, ma sœur est pianiste. Donc j'ai grandi avec un piano à la maison. Et donc ça m'est pas étranger, bien que je n'en joue pas. Et c'est vrai que pour travailler on a travaillé des passages, en fait. Pas les morceaux entiers, mais des passages où Jacques avait prévu de descendre sur mes mains. Donc à chaque fois ça représentait peut-être 2 minutes d'un morceau où il savait qu'il allait descendre avec sa caméra, comme ça. Et donc c'était bien. De toute façon c'est très agréable quand on est acteur d'avoir comme ça un travail en parallèle que fait le personnage, parce que du coup pendant ces heures de travail, on a notre imaginaire qui voyage et qui nous fait penser au personnage aussi, donc ça complète le travail d'acteur et c'est une concentration qui nous sert. Ça semble t'avoir vraiment habité, en tout cas pendant le film, il y a une vraie imprégnation. Est-ce qu'après le film, tu as continué à jouer du piano? Malheureusement, je vais prendre de l'eau, pardon. Tiens, t'as soif? Non, malheureusement non. Un des soucis, enfin moi un truc que j'adore dans ce métier d'acteur, c'est d'avoir des choses à travailler comme ça, parce qu'il y a un but et une échéance précise. Mais après, l'un des problèmes, c'est que c'est vrai que du coup, on travaille des choses parfois qui disparaissent aussi assez vite. Enfin, pour moi, c'est mon caractère. Peut-être qu'il y a des gens qui en font quelque chose, mais moi, c'est vrai que j'aime bien le côté rendez-vous. Donc, je travaille quelque chose pour ça, puis après, je passe à autre chose. Donc voilà, le piano, c'est ma sœur. Et donc il y a le piano, mais il y a aussi le reste de la préparation. Et vous avez dit à Claire Chazal que pour préparer ce rôle, vous aviez eu besoin d'aller à la pêche pour trouver la réalité du personnage. Claire Chazal, vous l'avez elle-même. C'est pas un détail très important, hein. Surtout le côté pêche. En fait. Que j'étais allé à la pêche? À la pêche à quoi? Justement, j'aimerais bien savoir la réalité du rôle. Là, cette phrase nous a fait rire, en fait. On a regardé hier une émission de Claire Chazal, vous parliez, vous dites, je suis allé à la pêche, à la réalité du rôle. Alors ça se trouve en France. À la pêche, à la réalité du rôle. Ça, c'est le genre de truc quand je suis pas à l'aise à la télé ou face à un intervieweur et que je balance c'est même pas une formule, je sais même pas ce que c'est. À la pêche, à la réalité du personnage. Je veux faire... Non, je suis plus précis que ça. Là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que un personnage. Non, ça devait être pour me sortir d'un moment où je suis nerveux et je sais pas quoi répondre. Ça arrive en même temps. Moi, je suis comme la télé, j'aime pas du tout l'exercice de la télé, c'est pas quelque chose qui me va. Non, mais du coup, pour prolonger la question, c'est un peu de savoir est-ce que vous avez des types de préparation et comment parce qu'il y a les acteurs fonctionnent tous différemment finalement et selon les films, ça change aussi. Ouais, alors c'est vrai que j'ai pas franchement de méthode. Moi, je cherche toujours à oublier un peu qui je suis pendant le moment de préparation, donc qui peut durer 1 mois ou 2, et de m'enfermer un peu et de prendre
les éléments que je peux avoir qui ont un rapport avec ce que va vivre le personnage, ou ce qui a vécu le personnage. Donc ça peut être de la musique, ça peut être des livres qui font penser à des éléments du personnage, ça peut être des films auxquels je pense. Et voilà, et tous les jours je vis avec ça. Et ça me crée, c'est comme si je rentrais un peu dans une bulle de concentration. Voilà, mais je vous dis, je n'ai pas franchement de méthode. J'aime bien quand il y a, comme dans De Bat, un travail précis, qui peut être du piano, qui peut être autre chose, de la danse pour certains films, enfin, ça dépend. Et voilà, et puis j'y vais avec l'imagination, j'y vais. Ouais, puis petit à petit, plus le premier jour de tournage se rapproche, plus il y a quelque chose qui. Avec une espèce de trac de y aller, il y a quelque chose qui est plus concret, qui est plus présent. Quitte après à tout oublier le premier jour, parce que je trouve aussi que la spontanéité et l'insouciance sert toujours. Donc il ne s'agit pas d'arriver avec une valise et puis d'un coup d'être complètement enfermé là-dedans. C'est drôle parce que c'est ce que dit beaucoup Jacques Audiard qui parle de ses films, qui prépare beaucoup le découpage technique, etc. Mais que tout ça, de toute façon, ça s'oublie immédiatement sur le plateau, que c'est du pipeau et qu'on sait ce qu'on va faire en fait que quand on arrive sur place. Ouais, il y a quelque chose de très spontané dans sa manière de travailler à lui aussi. D'un coup, on se doit d'être vrai, mais avec tout ce que ça engendre, quoi. Avec parfois une nervosité, parfois une fragilité, parfois quelque chose qu'on reçoit d'un acteur qu'on n'a pas prévu. Moi, je trouve que c'est ça qui est magique, c'est l'instant. Et c'est ça qui crée des moments parfois inattendus ou qu'on ne voit pas dans un scénario, quoi. Mais encore, il faut être disponible à ça, il faut être réceptif, parce que parfois c'est sur un film. Mais pour moi, je sais qu'il n'y a rien de plus beau quand je vois des films où je sens comme ça des acteurs qui vibrent sur un truc qui n'est pas prévisible, qui est un instant, quoi, qui est très fragile. Ce que l'option publique avant la projection, c'est que c'est un entre guillemets remake du film de James Toback, Fingers. Et du coup, toi, comment as-tu abordé le rôle par rapport à ce qu'a fait Harvey Keitel? Il semble que tu t'es totalement détaché pour essayer d'être dans une composition. En fait, comment on travaille un rôle qui a déjà été, même s'il est assez différent dans le film de Diard, interprété et composé? J'ai vu Fingers. Nous on voulait faire un film actuel, donc les problématiques du moment. Donc, qu'est-ce qu'un voyou aujourd'hui? Enfin là, il est voyou de par son métier, qui le fait d'une manière un peu comme ça. Voilà. Donc pas du tout. Dans Fingers, il y avait le côté du voyou des années 70 à New York. Je pense avec de la drogue et tout, et même un flingue. Donc nous on n'était pas là-dedans. Donc il y avait une façon de s'accaparer le film aujourd'hui, quoi, et de comment pourraient être les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça nous éloignait pas mal du film de Toback. Et ensuite, par contre, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a eu des scènes où j'ai clairement énormément regardé, parce que je l'ai trouvé presque parfaite. Et j'adorais comment jouer avec elle. Donc par exemple, la scène de l'audition, quand il vient avec sa partition et qu'il est très nerveux et qui rate, là je me suis vraiment rapproché de ce que faisait Harvey Keitel. Mais c'était très agréable parce que c'était que par un petit moment comme ça, ou dans l'ascenseur, quand il monte ou descend l'ascenseur pour aller à cette édition, et qu'il appuie sur les boutons. Pareil, cette séquence-là dans le film de James Toback, je la trouvais tellement forte que j'ai joué, et je pense que si on les met côte à côte, ça doit être très proche. Donc voilà, ce que je disais, c'est très agréable de faire ça quand c'est juste un petit moment. Tout un film, faire comme ça doit être un exercice intéressant, mais c'était pas ça. Alors, donc ça, c'était en 2005, il me semble, de Batman s'est arrêté. En 2010, Patrick Chéreau réalise Persécution. Alors, j'ai vu les deux films, on a revu les deux films récemment pour faire la petite vidéo qu'on a fait avant. Et en fait, les deux rôles, le rôle de Daniel dans Persécution, je sais pas, me fait beaucoup penser au rôle que tu as dans Batman s'est arrêté. Alors, je me demande si c'est peut-être pas Patrick Chéreau qui aurait eu l'envie d'écrire en ayant vu ce film, et puis surtout qu'il y ait cette relation qui se transfère d'un film à l'autre avec Gilles Cohen, qui est quand même assez. Est-ce que Patrick Chéreau, en te contactant pour Persécution, t'a parlé de Batman s'est arrêté? C'est un film qui a marqué, donc je dirais que
Ouais, après tous les films, enfin, les réalisateurs me parlaient de ce film parce que il leur était précieux, mais moi je vois pas que ça a complètement le rapport. Si c'est peut-être que c'est des personnages qui sont en souffrance, qui sont pas complètement bien à leur place, qui sont un peu bousculés par la vie et c'est peut-être moins léger que par exemple les univers de Cédric Klapisch. Donc en ça il y a peut-être un parallèle, mais par contre dans les personnages, moi non, je vois pas forcément de rapport. Parce qu'en voyant les deux films d'affilée, il y avait comme si on avait l'impression, c'est vraiment une impression personnelle. Donc Chéreau essayait de faire revivre, en tout cas de prolonger le personnage dans 5 ans avant, mais bon, c'est qu'une impression, c'était pour ça. Ouais, je sais pas quoi te dire. Très bien. Du coup, je vais être un sondage. C'est pas grave. Alors, pour parler du film dont s'inspire le Battre mon cœur s'est arrêté, on a l'impression que Jacques Audiard aussi a voulu finalement se concentrer sur un élément et faire un film en fait centré sur la relation entre un père et son fils surtout. Mais comme dans tous ces films, hein, j'ai l'impression. Tous les films de Jacques, il y a comme ça un rapport de père à un fils sous différents angles. Là, c'est vrai qu'il est très précis, il est très concret. Moi, ça me bouleverse personnellement. Le fils qui enlève les chaussettes de son papa dans le lit, moi, c'est une image qui me bouleverse. Voilà. Je ne peux pas parler à sa place, là, c'est quelque chose de forcément d'intime qu'a Jacques, j'imagine, enfin... Voilà. Il paraît que la façon dont tu as vécu le rôle avec Lisa Restrup était immédiatement pleine de pudeur, qu'il y avait presque une relation père-fils qui s'est créée sur le plateau. Oui, parce que, évidemment, le problème de communication entre un père et un fils est assez facile pour moi de entrevoir. Donc, d'un coup, on s'est servi un peu du fait qu'on ne se connaisse pas bien à Nice, d'avoir comme ça, comme le fait qu'on ne se connaisse pas bien puisse faire un problème de communication. Et on s'en est servi, donc il y avait beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité, et qui rend parfois des moments de gêne entre nous, comme si on était un père et un fils qui n'arrivaient pas à se parler. On parlait de Patrice Chéreau juste avant et de ta façon de travailler. J'ai noté quelque chose qu'avait dit Patrice Chéreau à propos de toi, c'est qu'il aimait ta désobéissance créative. Alors est-ce que c'est ça finalement ta méthode de travail aussi? Peut-être. Je pense que oui, il faut savoir désobéir. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense qu'un metteur en scène a une idée de ce que doit être son film, de ce que doivent être ses scènes, mais nous, les acteurs, on doit être là pour bousculer un peu ça et pour avoir des secrets et tirer la scène vers ailleurs. Pas, si tout est commandé, je pense que le réalisateur il s'ennuie et que c'est pas ça qui est intéressant, c'est ce qui va être juste à côté, quoi. Il a son scénario, puis d'un coup le tournage va faire pousser le film vers la droite ou vers la gauche, et c'est ça qui crée de la surprise, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Parfois il y a des histoires qui laissent plus d'espace à ça, et parfois il y a des histoires qui sont plus vissées, où d'un coup le réalisateur ne se permet pas ça. Moi ça me frustre toujours. Moi j'aime toujours quand le voyage qu'on fait pendant le tournage sert au film et d'un coup il décale un peu de ce qu'il devait être au final. Alors on va continuer avec une question. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait prendre la parole? N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas qui passe le micro en salle, parce qu'on a demandé. Ah voilà, elle arrive. Bonjour. J'aurais voulu savoir quelle école vous avez fait. Quelle école Ah, je n'ai pas fait d'école. Je suis un mauvais élève. J'ai toujours eu peur des écoles. Moi, je suis un mauvais élève. C'est-à-dire qu'il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves. Pour moi, un bon élève, c'est quelqu'un qui va arriver à prendre ce qu'on lui enseigne, à prendre le meilleur de ce qu'on lui enseigne, de faire la part des choses, de faire le tri en lui, de ce qui lui va lui convenir, et d'enlever le surplus ou les choses qui ne vont pas lui servir. Moi, je ne suis pas pour moi ça. Moi, j'étais un élève qui écoute tout et qui y va à fond, et du coup, qui peut se perdre, je crois, ou
perdre ce qui fait sa personnalité ou son caractère. Donc en ça, je ne suis pas un bon élève. Donc j'ai toujours eu peur d'aller dans une école de cinéma ou de théâtre parce que j'ai fait des écoles de peinture et de dessin, parce que au départ c'est ma formation, et où je sais que parfois mon dessin se transformait parce que j'étais pour moi un mauvais élève, c'est-à-dire que j'écoutais trop et ça devenait scolaire et j'oubliais la personnalité que j'ai et ce qui faisait ma force et mon caractère de dessin. Donc je me suis dit, je ne veux pas du tout que ça puisse arriver avec l'acteur, et qui est un métier bizarre aussi, hein, qui est quand même un métier sur des émotions, sur une sensibilité. Donc ça m'a toujours impressionné et fait flipper d'explorer ça et que ce soit pas finalement filmé dans une caméra. En fait, j'ai pris le luxe d'apprendre sur le tas et que ce soit filmé dans une caméra. Et pas de répéter dans un cours ou dans un enseignement comme ça. Mais bon, je ne veux pas, si vous avez envie de faire une école, c'est des super écoles. Moi, je suis un mauvais élève, voilà. Mais du coup, est-ce qu'au fur et à mesure du temps, tu t'es quand même intéressé aux grandes théories du jeu, par exemple Stanislavski ou la vidéo, enfin, quel est ton rapport avec ces théories? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que moi, je ne veux pas que ça m'impressionne, ce métier. Je veux le faire légèrement comme je l'ai toujours fait, sans me prendre trop au sérieux, même si quand je travaille, c'est sérieux, que j'ai conscience d'une place qu'on me donne et que je prends ça très au sérieux et que je travaille. Mais par contre, je veux pas que les moyens d'arriver aux émotions soient trop concrètes et m'impressionnent. Parce que du coup, j'ai peur que ça enlève tout. Donc, j'explore pas les méthodes, les théories qui ont été. Ouais. Voilà, je sais pas. Peut-être dans une autre vie, je bouquinerai. Salut, juste par rapport à ce que tu as dit sur les bons, les mauvais élèves et l'établissement du métier, je voulais juste dire j'ai fait le métier. Voilà. Ah, ok. Merci. Il a dit que c'était un mauvais élève lui aussi. Un autre mauvais élève? Ah, premier rang. Du coup, quelle place a la musique dans votre vie? Quelle place a la musique Dans votre vie? dans ma vie? Bon, elle est très présente, j'écoute beaucoup de... J'en faisais quand j'étais jeune, on va dire. Au même moment que mes écoles d'art, je faisais de la musique en fait de 10 ans à 25 ans, j'ai fait de la musique, je faisais de la batterie moi. Donc je faisais de la batterie avec un groupe, c'était très amateur, hein. Pas du tout, on avait peut-être trop de respect pour la musique pour oser penser à faire des concerts. Mais donc du coup on répétait dans des caves, dans des studios. Voilà, et ça après on a laissé tomber quand on a compris qu'on était pas mal Davis. Et du coup, moi j'en écoute beaucoup, elle m'accompagne tout le temps, même dans les tournages. C'est d'ailleurs une très bonne entrée parfois dans des scènes. Je l'écoute au casque et je vais dans les scènes comme ça avec un son et un rythme, parce que dans la musique, moi je suis très sensible au rythme. Et suivant les personnages, les rythmes sont différents d'ailleurs. Donc elle est omniprésente, quoi. Moi j'ai beaucoup d'émotions avec la musique. Ça peut me faire pleurer très facilement la musique. Donc j'en écoute beaucoup. Voilà. Alors après les styles sont vraiment différents. Ça dépend des humeurs, ça dépend de ce que je fais dans la vie, ça dépend de plein de choses. Valéria Bonnie-Tedeschi, avant-hier, nous parlait dans son jeu d'actrice d'une musique qu'elle avait en elle, d'un tempo particulier. Est-ce que toi tu ressens ça aussi quand tu joues, d'avoir une musique Romain Duris en toi? Dans toutes les musiques que j'ai écoutées, je dirais que je suis sensible au hip-hop parce que dans le hip-hop, il y a comme ça quelque chose qui avance et dont je me sers moi parce que j'aime avancer et j'aime ce rythme quoi, qui est binaire et qui est dans une continue. Moi, je vois une marche, donc j'écoute beaucoup de hip-hop encore aujourd'hui.
voilà, ce qui ne m'empêche pas le moment d'écouter une musique classique qui va m'emmener ailleurs. Mais ouais, après ça dépend des rôles. Quand je dessine, moi je produis quoi. Tu continues à dessiner alors. Oui, oui. Okay. Une autre question dans la salle? Oui. Ah, oui. Tout d'abord, merci pour nos batailles. Et disons, nous avez communiqué avec talent et rappelé la vraie vie. La question est la suivante. Faut-il dépenser autant d'énergie et aussi la violence pour retrouver la considération de soi, qui est un des thèmes que je découvre dans ce film. Je vais essayer de ne pas faire de formule. La considération de soi. Vous voulez dire, dans les films, vous n'avez plus le micro, c'est compliqué, mais vous voulez dire la considération de soi dans les films ou... Dans le film que nous voit, votre cheminement par rapport à la dépendance volontaire et l'objectif que vous fixez qui est finalement de vous reconsidérer par rapport à ce que vous étiez à la dépendance du fait. Ok. Moi, non, très franchement, c'est pas du... Moi, je suis pas dans une analyse comme ça. Même pas avant de jouer un personnage, même après. Je suis pas dans une analyse. Vous l'avez, c'est très bien, vous pouvez vous poser toutes les questions, et je pense que le cinéma sert aussi à ça. Moi, personnellement, je ne suis pas dans des analyses comme ça psychologiques. Donc j'ai pas vraiment envie de vous faire une réponse nulle ou artificielle qui n'est pas de moi. Voilà. Bien, écoutez, merci, et c'est très respectable. Bon, ok. En tout cas, je suis comme ça. En attendant que le micro passe ici, on parle souvent de toi comme un acteur générationnel. Alors, est-ce que c'est une formule, qu'est-ce qu'elle te fait cette formule? Est-ce que ça entraîne une certaine responsabilité? Ou est-ce que tu essayes de faire complètement abstraction de justement cette étiquette, enfin c'est pas une étiquette, cette piédestal sur lequel on te pose dans tes compositions et dans les rôles qui te suivent? Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, si ce n'est peut-être une question de rythme dont on parlait tout à l'heure, d'avoir un rythme. Je pense qu'on est une génération qui est sensible à un rythme. Quelle que soit la musique, hein. Ça peut être plus électro, ça peut être plus hip-hop, ça peut être plus... Bref, mais en tout cas, je trouve qu'on est une génération, ouais, quelque part très artistique. Enfin, moi, je me vois comme ça. Donc, en ça, je suis peut-être de mon temps, comme on dit. Après, je pense que c'est aussi vachement véhiculé par des personnages qu'on me propose et par des films... qui ont un regard sur la société dans laquelle on est aujourd'hui. Ça, ouais, moi ça m'intéresse quand je fais des choix. J'aime bien quand c'est pas que un film pour le plaisir. J'aime bien aussi que d'un coup il y a un regard d'un réalisateur sur le monde dans lequel on est, avec les problématiques d'aujourd'hui. Mais moi, je me rends compte quand on m'en parle, mais je veux dire, moi, c'est pas quelque chose où je me dis pas le matin, je suis un acteur générationnel, c'est cool. Tu vois, quand on m'en parle, j'essaie d'analyser la chose, mais c'est pas quelque chose auquel je pense, en tout cas. Quand je choisis des personnages, je me dis pas, tiens, ça c'est bien, parce que je reste dans ce côté acteur générationnel, je choisis des rôles comme ça. Oui, la palette est large. Ouais. Et est-ce que tu ne penses pas que les gens pensent ça ou se mettent ça dans la tête aussi par rapport à un personnage? Par exemple, le personnage chez Clapiche, vieillissent avec lui, ce serait plutôt un attachement en fait à cette personne-là? Là, il y a clairement, avec Clapiche, il y a clairement l'idée de faire un personnage qu'on suit avec les années. Donc c'est vrai qu'en ça, il y a quelque chose de générationnel et de vrai. Et d'un coup que les gens s'accaparent parce que les années passent aussi pour eux, donc ça fait comme un repère. Tiens, il y avait Erasmus, tiens là, on le retrouve après. Donc ça
créer une empathie avec le spectateur, enfin un truc intime. Mais bon, est-ce que être un acteur générationnel, c'est peut-être être aussi conscient de où on vit ensemble, hein, tous là, et de réagir avec ce qui se passe. C'est peut-être être conscient de ce qui se passe, et d'être curieux, et de se laisser traverser par l'époque aussi, quoi. Moi, je trouve ça très important. Sinon, faire juste des films et faire des rôles ancrés juste dans un récit, un scénario, je pense que ça a ses limites. Même dans un film d'époque, hein, moi j'en reçois pas beaucoup. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de films d'époque, mais je trouve que même dans les films d'époque, il faut être en phase avec notre époque à nous. Sinon, ça ne sert à rien. Bonjour. Alors, moi, je voudrais juste savoir, en fait, quel a été votre rapport au personnage de Thomas Serre. S'il y a eu des choses que vous avez vraiment aimé sur ce personnage ou qui vous ont poussé. Enfin, comment vous avez anticipé le jeu de ce personnage? Mais j'aime beaucoup un personnage comme ça qui a un métier très concret, qui fait comme un salopard, hein, parce qu'il n'en a rien à foutre d'aller virer les gens dans les apparts et de foutre des rats dans les immeubles. Il n'a pas de morale. Il le fait comme justement là pour se rapprocher d'un voyou, quoi. Donc j'aime ça, et j'aime qu'il ait quelque chose d'enfoui comme ça, qui est quelque chose d'artistique, qui est la musique, qui est peut-être une fibre en lui plus féminine, parce qu'elle vient de sa mère, qui est plus magique forcément, et qui le sauve finalement de ce truc très brutal, de ce métier très injuste, concret, brutal, qui est du business en fait, de faire de l'argent, de quelque moyen que ce soit. Et je trouve que c'est très beau parce que le piano et l'artistique va le sauver, il va le rendre moins con qu'au départ. Et le fait de se permettre, hein, il y a aussi ce fait de se permettre, lui, d'être artiste quelque part. Pour un gars qui n'est pas du tout, au départ, c'est pas gagné pour lui. Donc j'aime bien comme ça qu'il ait un combat dans tout le film, secret, qu'il n'ose pas dire, qu'il cache à ses collègues. Je sais pas, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai adoré jouer. Est-ce que finalement il n'y a pas un Thomas Serre qui se lit dans Romain Duris alors? Non, parce que moi, j'étais bien incapable très tôt d'imaginer un métier concret comme il peut avoir dans le film. Moi, je fais très peur. Donc, moi, j'ai plutôt laissé tout le temps place à l'artistique. Donc, en ça, moi, elle est complètement assumée, ma fibre artistique, féminine ou pas. Là, je veux dire, il n'y a plus de question de genre. Mais ouais, clairement assuré depuis le départ. J'ai plutôt été très étonné dans ma vie qu'on me permette de vivre avec, quoi. Mais je lui ai laissé place dès l'enfance, en fait. Est-ce qu'il y a une notion de défi derrière ça, en fait, quand on propose toujours des filles. Toujours des filles. Moi, je ne veux pas du tout. Je reçois des scénarios parfois qui ressemblent trop à ce que j'aurais fait, ou des personnages. J'en ai reçu un paquet pendant les films de Clapiche, de personnages comme ça, oui, très dans l'époque, de trentenaires qui sont dans des doutes, souvent avec leur relation amoureuse, souvent avec leur place dans le monde. Je ne le fais pas parce que ça ressemble trop. Donc c'est vrai que moi j'ai besoin toujours d'un défi. Comme tu dis, j'ai fait un curé. Le curé m'a vachement intéressé parce que je suis allé faire une retraite dans un monastère. J'ai relu un peu des passages de la Bible. Enfin tout ça, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça me fait évoluer moi personnellement. Et puis j'aime bien le défi d'aller faire un curé. J'aime bien ce que veut dire, qu'est-ce que la sexualité d'un curé. Enfin, j'aime bien me poser des questions modernes sur un curé aujourd'hui et comment le faire le plus personnellement possible. Je posais aussi cette question d'envie de rôle, parce que beaucoup d'acteurs disent, surtout ceux qui sont passés à la réalisation, qu'ils ont eu ce désir-là avant tout pour interpréter des rôles auxquels ils ont toujours pensé. Ça, c'est pas ton cas, il n'y a pas des rôles en particulier. Ça peut être un livre que tu as lu, tu t'es dit ah ça peut beaucoup l'interpréter, ou une entité en soi. Non, je n'ai pas d'exemple de ça. Et je ne suis pas très patient, moi, dans ma vie. Donc,
visualiser comme ça un film, je sais que ça prend du temps. Moi, personnellement, je dessine beaucoup, donc je peux m'exprimer aussi là-dedans. J'ai pas comme ça de... Enfin, en tout cas, j'ai pas de livre concret que j'aurais envie de mettre en image. Si jamais je faisais un film, je pense que ça serait un truc très bizarre. Très bizarre, ouais. Je sais pas, mais je vois pas comme ça le scénario bien écrit, une grosse équipe. Je pense que ça serait un peu éclaté, quoi. Plutôt un film de forme. Un film de forme? Ouais, un film expérimental. Ouais, bien que les films expérimentaux m'emmerdent, donc Vous pouvez les faire sans jamais les regarder. peut-être. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait de la danse, parce que moi j'adore la danse, je trouve toujours que la danse c'est très filmogénique. Mais voilà, là je te dis, c'est des envies, mais j'ai pas de... J'ai vraiment pas d'idée de forme de cinéma dans laquelle ça pourrait rentrer. Puis ça revient au principe de spontanéité. Tu nous parlais tout à l'heure aussi, c'est un temps, quelque chose qui est... Et justement, tu parles beaucoup d'abandon dans ton travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et aussi de contrat de confiance avec le cinéaste. Bah, pour s'abandonner, il faut qu'il y ait de la confiance. Tu t'abandonnes pas pareil avec un réalisateur où d'un coup t'as pas adoré tous ses films, par exemple. Tu vois, tu t'abandonnes, non, tu t'abandonnes pas pareil. Avec Jacques Audiard ou Cédric Lapiche ou Patrick Chéreau, là l'abandon il est très agréable parce qu'il n'y a pas de danger. Donc c'est très sain comme forme de travail, donc tu peux y aller complètement, tu peux te lâcher, tu peux t'oublier, tu peux... Ouais. Ce serait ça un bon directeur d'acteur, quelqu'un qui installe cette confiance? Il y a clairement un rapport de confiance. Non, justement, je pense qu'un bon, ce serait un gars auquel tu fais pas confiance, mais qui te... Tu vois, qui essaie de faire ressentir de toi autant de choses que quelqu'un auquel tu adhères totalement. Jacques Audiard, c'est facile de lui faire confiance. Enfin, en France, c'est pour moi des réalisateurs les plus intéressants aujourd'hui, même pas qu'en France d'ailleurs. Donc voilà, au monde, et donc du coup, c'est vrai que c'est facile quelque part de s'abandonner. Par contre, de s'abandonner avec un mec qui fait un premier film, par exemple, où tu n'as aucun moyen de savoir ce que ça va rendre et ce qu'il est capable de faire, c'est peut-être plus intéressant, enfin plus risqué. Et si le gars t'entraîne, le fait habilement, ça peut rendre quelque chose de magique et de moins évident. Donc un bon directeur d'acteur, je sais pas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le ressenti. Il y a plein de méthodes différentes. Non, je suis là. Ici. Alors bonjour. J'ai trouvé votre film et je trouve que vous jouez très très bien. Et je voulais savoir si vous avez un modèle ou une personne dont vous inspirez. Non, aujourd'hui non. J'en ai eu peut-être des acteurs américains. Christopher Walken, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur qui m'a beaucoup inspiré, parce que lui aussi, il a quelque chose de très physique. Je dis lui aussi, c'est pas du tout pour... lui aussi, dans ce que j'aime, il a quelque chose de très physique, c'est un danseur à la base, donc il a une façon de jouer avec son corps, une fragilité qui m'a pas mal bouleversé. Sinon, il y a Joaquin Phoenix aussi. En fait, moi, j'aime les acteurs qui se permettent d'être sensibles, qu'on voit leur fragilité. Même si c'est des gars qui jouent sur un truc très viril, j'aime quand dans les yeux et dans leur sensibilité, il y a quelque chose qui lâche. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les acteurs américains, je trouve, moi personnellement. On n'est peut-être pas d'accord. Et du coup, ouais, j'aime ça. Je sais que les acteurs qui vont me plaire, c'est ceux où d'un coup, il va y avoir un truc fragile. Donc, Joaquin Phoenix aujourd'hui est l'un de ceux que je trouve le plus... qui pourrait m'inspirer, ouais, beaucoup. Et ce que tu décris, c'est un peu tout le cinéma de Jacques Audiard, en fait, finalement. Ces hommes comme ça, toujours ouais, c'est vrai. Tous ceux qui ont un peu de fragilité derrière, qu'on découvre au fur et à mesure. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai appris Joaquin Phoenix cette année aussi. Ouais.
Bien que je trouve que son dernier film, c'est pas forcément celui où il y a plus de fragilité, c'est différent. Il y a les chevaux qui sont là. Ça, il nous en a parlé des chevaux. Parce qu'on demande toujours un conseil à la fin de la discussion, d'ailleurs ce qu'on demandera après. Et lui, il nous a bien regardé dans les yeux, parce que tout le monde dans la salle dit ne travaillez jamais avec des chevaux. Ah ouais. C'est pas d'être un bon acteur aussi. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ah oui, juste ici. Oui, je voulais savoir, vous avez fait de la musique, du dessin, pourquoi avoir choisi finalement le cinéma? Peut-être qu'au départ, j'ai pas pu le refuser, en fait, c'est plus comme ça. Parce que j'avais le dessin présent, mais le cinéma, finalement, c'était pas tant des rôles au départ qui venaient me chercher, c'était plus des réalisateurs, quoi, avec leur univers, comme Tony Gatliff, Christophe Honoré, ou Olivier Dahan. Donc c'est des réalisateurs, en fait, c'est des personnes qui ont croisé mon chemin, soit qui m'ont appelé, soit on a fait des castings, ça je ne sais plus, et du coup, j'ai pas pu leur dire non parce qu'ils me passionnaient, quoi. J'aimais leurs films et j'avais envie de faire un bout de chemin avec eux. Au départ, c'était aussi léger que ça, même si c'était sérieux, même si c'était important. Donc ça a pris du temps et du coup, ça a pris la place en moi de comment j'avais envie de communiquer et d'exister, quoi. Parce qu'avant, je faisais avec le dessin. J'étais dans une école d'art, mais c'était mes dessins qui étaient des dessins intimes et personnels, qui étaient une façon de m'exprimer. Et d'un coup, c'est vrai que là, le cinéma a pris cet espace-là, peut-être un peu trop à des moments. Je me suis toujours dit, je dessine pas assez, je suis flemmard. Enfin après, voilà. À 25 ans, voilà, la vie est comme ça. Et du coup, ouais, peut-être que ça a pris trop de place à des moments. Mais c'est pas grave. Le dessin revient maintenant et est très important, donc j'ai jamais oublié, quoi. Mais voilà, peut-être que le besoin de s'exprimer a été plus appelé par le cinéma que par le dessin à ce moment-là. Patrick Chiraud t'a aussi emmené vers le théâtre. Est-ce que là, ça a été une révolution, quelque chose vraiment un changement radical dans le travail avec le rôle et la façon de travailler? Ouais, surtout avec Patrick Chiraud, parce que le théâtre avec Patrick Chiraud, c'était incroyable. Parce que les répétitions avec lui étaient incroyables. Le chemin de préparer un spectacle était aussi intense que finalement de jouer le spectacle devant les gens. Donc c'était assez fou et unique, quoi. Après, moi je trouve que le théâtre, le truc le plus dur au théâtre, c'est la vie qu'on a à côté, qui est pour moi très compliqué, parce qu'on a ce rendez-vous tous les soirs où on se doit d'être. C'est comme si dans la journée, on ne pouvait rien vivre d'extraordinaire parce que le soir, il fallait être concentré. Donc on ne peut pas se casser une jambe, il faut faire hyper gaffe à notre vie. Et moi, je sais que dans mon caractère, je ne suis pas comme ça. J'aime bien quand dans la vie, tout est permis et qu'il peut se passer n'importe quoi dans une journée et qui nous amène à quelque chose le soir. Je déteste avoir ce rendez-vous là du soir. Mais par contre, j'adore jouer devant les gens en live, ça c'est quand même unique. Et parce que donc, au théâtre, il y a aussi ce jeu sur la durée, c'est un laps de temps qu'on donne, il n'y aura pas de coupé, de moteur-action, enfin tout un laps de temps qui me fait penser donc, à ce film où, a priori, c'est beaucoup de plans séquences qui ont été vraiment tournés sur la longueur. Est-ce que ça aussi, le principe de tourner avec des plans séquences, ça offre une certaine liberté qui est complètement différente des autres films très découpés dans lesquels tu as joué? Oui, c'est clair que j'aime ça, j'aime quand les moments ne sont pas coupés. J'aime de plus en plus quand ça se rapproche quelque part d'un truc qui pourrait être du théâtre, de vivre les moments, parce que c'est un peu chiant de couper pour des focales différentes à la caméra, parce que d'un coup ça coupe des moments, d'une part entre les acteurs, et puis aussi du coup on a conscience de la grandeur du plan, et c'est vrai que on peut avoir ce vilain défaut de ne pas jouer pareil dans un plan très large et dans un plan serré. Et ça, c'est un peu... Moi, de plus en plus, j'aime pas sentir la forme, j'aime pas sentir la technique. J'aime bien revenir à de la vie. Donc, en ça, le plan séquence, c'est magique parce qu'il n'est pas arrêté et du coup,
il peut arriver encore de la surprise. En fait, tout ce qui laisse de la place à la surprise, moi, m'intéresse de plus en plus. J'aime pas quand c'est trop calculé, où la technique est trop présente. Est-ce qu'on a une dernière question? Parce que le temps a filé vite. Ah ouais, tout devant. Merci. Le micro est en là. C'est un peu une question personnelle, mais qui est en rapport avec le film. Est-ce que la relation que vous avez eue avec le père dans ce film vous rapproche un petit peu peut-être de votre relation personnelle avec votre père? Ouais, il y a toujours. Oui, c'est ça. Pardon, vous avez fini la question, je veux dire. Ok. Ouais, il y a toujours des choses qui résonnent en nous, je pense. Même si j'ai pas la vie du personnage, il y a toujours des. Enfin, moi, en tout cas, je cherche toujours comment ça pourrait être. Qu'est-ce qui, en moi, peut résonner dans ce personnage. C'est important, du coup, ça m'aide à m'accaparer encore plus et ça m'aide à avoir plus d'émotions. Donc, je ne dis pas que quand je joue la scène, il y a mon papa qui traverse, mais il est quand même là dans la sensation, peut-être. En tout cas, j'aime y croire. C'est comme si, même si j'ai moins de problèmes de communication avec mon père que le personnage, mais presque je pourrais m'inventer que oui, j'ai un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me mettre à la place du personnage. Et parfois, il y a des moments dans des films, suivant les rôles, où c'est plus facile. Parce que c'est plus facile de glisser en se disant, mais oui, si, je pourrais avoir ce problème de communication. Bien sûr que je pourrais l'avoir. Je l'ai eu, et voilà, et d'un coup, on y croit encore plus. Ouais, en fait, j'aime bien me duper, quoi. J'aime bien ne plus savoir quel est le rapport que j'ai eu avec mon père pendant le tournage. Presque pour être encore plus chez le personnage. Quoi. Mais c'est des sensations, en fait, on se sert beaucoup de sensations. Comme quand on doit faire l'amour, hein, comme quand on a des relations amoureuses avec les actrices, de faire comme ça, de faire passer le sentiment. C'est des sensations, en fait. Des sensations qu'on a eues dans notre vie, comment on vibre, comment on est dans un échec amoureux, d'un coup on fait passer une sensation, même si c'est pas la même évidemment que le personnage, mais il y a quand même il y a une sensation parce que je pense que, étrangement, plus j'enchaîne des films, plus je m'éloigne j'ai des clés pour m'éloigner de ce que je suis moi, Romain, et de comment je vis les choses. Et donc je peux être plus dans l'émotion d'un personnage, quoi. Mais en même temps, ouais, je sais pas, il y a des sensations qui sont là. Alors pour conclure, on aimerait bien vous demander 2 conseils, peut-être 2 en 1, on verra. C'est un pour un jeune acteur et un autre pour un jeune cinéaste. Un jeune acteur? Quelqu'un qui veut aborder le métier d'acteur, si tu as un conseil. Moi, je pense qu'il faut qu'il joue. Alors jouer, ça peut être avec des potes, devant une caméra, ça peut être tout seul, ça peut être travailler un texte. Je pense qu'il faut jouer, parce qu'on s'en fout en fait de comment ça peut être produit ou à quoi ça va être destiné, la forme du truc. En fait, il faut jouer. Un acteur, on est acteur quand on joue. On n'est pas acteur quand on se dit putain, pourvu que je joue, pourvu que ça va m'arriver, j'espère que ça va m'arriver un jour, j'ai envie d'être un acteur. C'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut jouer, il faut se mettre devant une caméra, et il faut avoir des idées. À partir du moment où on se met devant une caméra, là, les idées vont venir. Donc, est-ce que c'est d'un coup de réciter un texte? Est-ce que c'est de s'écrire un propre texte? Est-ce que c'est de faire de l'impro? Donc, moi, je pense que ce serait ça. Ce serait puis de remplir des vidéos, et puis après, on ne sait jamais, quoi. D'arriver avec ça, quelque part, d'en faire quelque chose. En tout cas, c'est clair qu'il faut jouer avec ce qu'on a, avec son corps, avec sa nature, avec ses idées. En tout cas, il faut faire, je crois. Parce que si on est là à attendre, c'est un métier qui est insupportable si on est trop dans l'attente, et qu'on attend sur un plateau les trucs, c'est pas sain, quoi. La vie, elle va trop vite, on ne peut pas attendre comme ça. Donc il faut faire. Quel que soit le
matériel. Voilà. Du coup, pour un jeune cinéaste, c'est pareil. Faire aussi. Je pense, franchement, je pense, surtout aujourd'hui, on peut faire des super belles images avec n'importe quel objet. On n'a plus vraiment de notion de moyens. Donc il faut faire, soit en groupe, encore une fois, soit seul, il faut faire des images. Il ne faut pas être que spectateur si on a vraiment envie d'être cinéaste, il faut passer à l'action. Et dans sa relation avec l'acteur, s'il y avait un conseil pour quelqu'un qui souhaite aborder le cinéma? Dans sa relation avec l'acteur? C'est-à-dire? Imaginons que par exemple, je reviens cinéaste. Quand tu dis cinéaste, c'est juste metteur en scène. Ah d'accord. En tant qu'acteur, quel conseil tu pourrais me donner à tous ceux qui souhaitent devenir cinéaste? D'essayer, si tu n'as pas écrit une scène, d'essayer une scène que tu aimes bien, soit d'un film, soit d'un texte que tu aimes bien, et de prendre un ami qui veut être acteur, il y en a pas mal, et de voir ce qui se passe, quoi. Tu vois, pour juste de ressentir la sensation de diriger un petit peu, de voir si tu pourrais être fait un peu pour ça ou pas, si tu arrives à trouver les mots, si tu arrives à le faire évoluer dans sa scène. Ouais, je pense qu'il y a quand même un truc magique, c'est que c'est un truc de groupe, le cinéma, quoi. Donc en groupe, on peut être très fort, quoi. Il peut y avoir un gars qui est là pour le son, le gars qui est intéressé avec l'image qui peut filmer, toi qui va guider un peu la scène, et puis l'acteur ou les deux acteurs qui vont jouer. Ça peut être très simple, quoi, le processus. Mais il faut se donner la possibilité de le faire. Parce que si ça reste qu'un fantasme moi, non. Je pense que, encore une fois, voilà, ça va trop vite pour rester en fantasme. Voilà, on a besoin de fabriquer quand même. Faire. Voilà. Merci beaucoup, Romain Duris. Merci.